Le Prosbach RMN, résonance magnétique nucléaire, niveau PCSI, prérequis, donc notion de champ magnétique, bibliographie d'UNO PCSI, physique moderne et porteux de Bucher. Alors la RMN existe, a été développée à partir de 1940 par Purcell et Bloch et elle exploite les propriétés magnétiques des noyaux et notamment les caractéristiques de moment magnétique de spin. Il utilise les transitions d'énergie qui apparaissent entre des niveaux qui sont créés lorsqu'on est dans un champ magnétique B. Alors pour un peu mieux comprendre comment ça fonctionne, il faut se plonger un petit peu sur la constitution de la matière et notamment du proton qu'on va étudier plus en détail, bien qu'il existe d'autres dispositifs de résonance magnétique nucléaire qui utilisent d'autres atomes que le proton, d'autres éléments, d'autres particules que le proton. Donc une particule a un moment magnétique, un moment cinétique de spin, c'est-à-dire que c'est une grandeur complètement quantique qui n'a pas vraiment d'équivalent en mécanique classique. Tout se passe comme si la particule tournait sur elle-même. Mais ça n'a pas de sens dans le monde quantique de dire cela. Du coup, quand c'est une particule chargée, eh bien tout se passe comme si on avait une charge électrique qui tourne, et une charge électrique qui tourne, ça fait un moment magnétique. Quand on a un courant qui passe dans une boucle de circuit macroscopique, eh bien, il va avoir tendance à s'aligner avec le champ magnétique extérieur. C'est le principe du galvanomètre. Et donc ici, ça va être la même chose quand on applique oui, alors tout d'abord, le moment magnétique de spin est... on ne peut pas connaître exactement sa direction, par contre on ne peut connaître que sa projection sur un axe privilégié, un axe dans l'espace, et cet axe privilégié va être la direction d'application du champ B qui n'est pas dessiné ici. Alors, ce champ magnétique de spin va en fait faire des oscillations autour de ce champ. Par contre, la projection verticale sur ce champ ne va jamais changer. Et alors pour un proton, cette projection du moment cinétique, du moment magnétique de spin, puisque donc, le moment magnétique et le moment cinétique sont liés par cette constante gamma qu'on appelle constante de Landé, je ne suis pas sûr. Donc dans le cas du proton, le spin peut avoir pour valeur plus ou moins 1,5. Donc on va se retrouver avec un moment cinétique qui vaut plus ou moins 1,5 de h bar z, puisque donc h bar donc 1,5 ça vient du spin, et le h bar c'est la quantification du moment cinétique. Donc on a une différence d'énergie entre ces deux situations de spin haut et de spin bas, et cette différence d'énergie est calculée avec la formule classique de physique qui est le moment magnétique multiplié par le champ magnétique affecté du signe moins. Et donc on a, quand on remplace tout ça, on arrive à une expression de l'énergie qui fait toujours intervenir ce facteur gamma, de proportionnalité entre moment cinétique et moment magnétique de spin, qui fait intervenir la constante de Planck et qui fait intervenir le champ extérieur. Alors ce qu'il faut retenir de toute cette approche, c'est qu'on a deux états possibles pour un proton qui sont séparés par un niveau d'énergie delta E qui dépend du champ magnétique extérieur qu'on lui applique. En fait, appliquer un champ magnétique, ça va permettre de lever une dégénérescence, d'avoir à la place d'un niveau d'énergie, en fait deux niveaux d'énergie. Par contre, quand on fait des petits calculs, ces niveaux d'énergie sont très très proches l'un de l'autre. On peut montrer qu'ils sont de l'ordre de 3,5 10-7 électronvolts, et d'après le facteur de Boltzmann, la population de ces deux niveaux d'énergie est très proche l'une de l'autre. Donc le rapport des populations est égal à exponentielle moins delta E sur kT, et quand on prend cette
différence de niveau d'énergie et qu'on applique ça à quelque chose qui est à environ 300 Kelvin, on trouve une différence de population qui est très très faible, 1 - 1,36 10-5. Alors il va falloir pas se contenter de regarder ce qui se passe entre les échanges, ce qu'il peut y avoir spontanément entre là et là. En fait, on va chercher à peupler le niveau haut en envoyant de l'énergie, et ce niveau haut, une fois peuplé, va se redépeupler en réémettant des ondes électromagnétiques dont la fréquence et la longueur d'onde vont dépendre du delta E, donc de B appliqué. Alors, dans un appareil RMN à radiofréquence, on a un échantillon qui est soumis à un champ B comme ça. Champ B qui est pour l'instant donc vertical, un champ B très très important qu'on est obligé de créer avec des électroaimants et de très forts courants. De très fort courant, et donc de les refroidir pour qu'ils soient dans un état de supraconductivité. Et on va avoir un champ, donc quand on calcule d'ailleurs la fréquence correspondant au delta E dessus, on voit qu'on est dans les ondes radio. Donc on a un émetteur radiofréquence qui va émettre des photons dans ce sens-là, qui vont avoir un champ B, qui va se rajouter au champ B existant, au champ qui est constant, et on va de cette manière arriver à faire une oscillation. Les axes de spin vont se mettre à osciller autour de l'axe B. Donc quand on envoie une impulsion, en fait on va réussir en mettant une composante horizontale au champ B, on va réussir à faire incliner la résultante totale, et quand on arrête d'exciter avec ces radiofréquences, eh bien le champ B va revenir dans la direction dans laquelle il était initialement. Et ce champ qui va donc osciller tout en passant d'une direction horizontale à une direction verticale, va faire, dans une bobine réceptrice, va faire un champ variable qui va faire une tension qu'on va récupérer. Et cette tension a une fréquence qui dépend exactement de la fréquence dont on parlait tout à l'heure. Alors il se trouve que des protons qui sont dans des environnements différents vont avoir une fréquence d'excitation par onde radio qui dépend de delta E, qui sera aussi légèrement différente. Alors, quand on a des protons différents, ils vont chacun faire une courbe de tension, de désexcitation qui décroît au cours du temps, mais qui a une fréquence différente, donc chaque proton a une fréquence de résonance différente. Eh bien, on va avoir, une fois tout ça sommé, on va recevoir un signal très confus, qui est la somme de tous les signaux envoyés par les protons indépendants. Et une transformée de Fourier va permettre de séparer les différentes composantes spectrales de ce signal, et on va pouvoir voir donc différentes fréquences d'une part, et puis on va surtout avoir des signaux qui sont d'amplitude et de surface différentes, et la surface va être directement proportionnelle au nombre de protons qui ont envoyé cette fréquence-là. On voit qu'on va pouvoir, donc, ce spectre, tirer plusieurs informations. Donc la fréquence des pics qui caractérise l'état du proton, et la surface qui caractérise le nombre de protons qui a envoyé ce signal. Alors on utilise un solvant deutéré, donc du chloroforme deutéré, parce qu'il ne faut surtout pas que les protons du solvant fassent un signal qui se superpose au signal des protons qui nous intéressent. Et donc c'est pour ça que ça doit être différent de H, et ce solvant deutéré, du fait de la présence du neutron dans le noyau d'hydrogène, dans le noyau ici du seul élément hydrogène qu'on a dans cette molécule, va faire qu'il va résonner différemment et il ne va pas nous embrouiller le signal. On a par contre besoin d'une référence, et cette référence qui nous donne un pic qui est clairement connu, c'est une molécule qu'on appelle le TMS, tétraméthylsilane, où on a 9 protons qui sont tous équivalents et qui vont faire un signal très fort de fréquence toujours constante, qui va permettre d'avoir
une référence sur un axe de ce qu'on va appeler le déplacement. Alors, comme les fréquences de résonance sont toutes très proches les unes des autres, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, si on étudie juste la fréquence en elle-même, ça va être trop proche pour qu'on puisse y voir quelque chose. Donc on va déduire la fréquence de référence divisée par la fréquence de référence et multiplier par 10,6, ça va nous faire des parties par million, et ça va nous donner une étude de spectre qui va finalement faire un zoom très grand sur les fréquences qui sont autour de la fréquence de référence du TMS. Alors un spectre va nous donner différents signaux. Alors tout d'abord, comme on a dit tout à l'heure, l'intégration va nous permettre de compter le nombre de protons qui a envoyé chaque signal. Or, l'environnement du proton va faire une certaine fréquence, donc on va dans une molécule pouvoir identifier ce qu'on appelle des groupes de protons équivalents. Ici on a 3 protons qui sont tous symétriques par rapport à ce carbone et qui vont tous réagir de la même façon. Ici idem pour les 3. Et ici, par contre, ce groupe de 3 n'est pas le même que celui-là parce que parce que la molécule n'est pas entièrement symétrique. Ici, on va encore avoir un atome d'hydrogène qui est tout seul et qui va faire un autre groupe de protons équivalent. Alors le déplacement, comme on a dit tout à l'heure, va dépendre de la présence d'un atome qui est plus ou moins attracteur. Par exemple ici, si jamais on a quelque part un substituant, un azote ou qu'à la place de cet hydrogène, ça soit qu'il y ait par exemple un CO ici, eh bien cet hydrogène-là ne va pas, va être dépouillé d'une partie de ses électrons. On dit qu'il est à cause de l'effet inductif en chimie, et tout se passe comme si ce proton avait moins d'électrons autour de lui, il est moins écranté. Or l'écrantage, ce qu'on appelle l'écrantage, c'est que quand on applique un champ B à un proton, quand il a autour de lui des électrons, ces électrons vont pouvoir faire un courant électrique, parce qu'il toujours pareil dans une image classique, il tourne autour du noyau, ça fait un courant électrique qu'on va pouvoir un courant électrique qui va s'opposer, d'après la loi de Lenz, aux causes qui lui ont donné naissance. Donc toute variation de B va faire en sorte que les électrons vont bouger de manière à atténuer cette variation. Donc des écrantages différents vont faire des champs un champ magnétique différent qui correspond à la résonance, et donc ça va se traduire par un déplacement différent, et on va pouvoir voir donc sur une échelle qui va des champs forts, donc des noyaux qui sont complètement blindés, l'hydrogène est complètement entouré de ses électrons, jusqu'à des champs faibles qui sortent de l'ordre de 10 parties par million, qui correspondent à des noyaux déblindés. Et on va pouvoir trouver dans des tableaux des déplacements chimiques correspondant à plein de cas de figure, avec la présence de tel ou tel groupe, telle fonction chimique. La présence d'un cycle va également perturber le champ magnétique, parce qu'un cycle va pouvoir faire une grande boucle de courant au travers du cycle par la délocalisation mésomère des électrons des liaisons. De même, une liaison hydrogène va fortement perturber le champ magnétique, va faire une différence de champ magnétique qui va se traduire par un déplacement. Et tout ça va nous permettre d'identifier que chaque spectre chaque composante du spectre correspondant à un déplacement particulier, correspond à telle ou telle fonction chimique. Et on va enfin pouvoir étudier la structure fine du spectre, parce qu'en fait un pic, comme on a montré tout à l'heure, se présente en fait sous la forme de plusieurs pics. Alors pour ça il faut des appareils de haute résolution avec de très forts champs pour arriver à résoudre cette structure fine. Et
la présence de cette structure fine peut s'expliquer par le fait que les trois hydrogènes, par exemple de CH3, CHO, donc ça c'est l'éthanal, ces trois hydrogènes-là peuvent être dans des configurations de spin par rapport à l'axe privilégié qui est différente. Donc on a en tout 8 cas de figure, de exposant 3. Donc le cas de figure où tous les spins sont haut, le cas de figure où tous les spins sont A, le cas de figure où on a 2 spins haut, un spin bas. Et en fait, on a 3 cas, et un cas de figure où on a 2 spins bas, un spin haut, et on a 3 cas aussi. Donc on voit qu'on n'a pas du tout la même probabilité pour qu'on ait ces cas-là et ces cas-là. Par contre, ces 3 cas-là sont équivalents en termes de champ magnétique. Donc ils vont nous faire les 2 pics centraux ici qu'on voit, et puis ici des pics latéraux qui correspondent à des configurations. Oui, parce que si les spins sont hauts, bah, ils vont être dans le sens de B. Ça va faire une certaine configuration, une certaine fréquence de résonance. Si tous les spins sont bas, eh ben ils sont antiparallèles au champ B et ils vont faire encore un autre déplacement sur le spectre. Donc quand on regarde ce spectre, alors l'intégration va pouvoir nous dire qu'il n'y a qu'un seul hydrogène, donc ici on aurait une beaucoup plus grande surface parce qu'il y a 3 hydrogènes. Par contre, on voit sur cette figure que si c'est un quadruplet, eh bien ça veut dire qu'il interagit avec 3 hydrogènes. C'est-à-dire qu'il y a 3 hydrogènes qui viennent faire une interaction spin-spin avec ce seul atome d'hydrogène. Donc on en conclut qu'il a 3 voisins. Si on étudie celui-ci, on voit qu'il y a 2 composantes. Donc ces 3 hydrogènes se traduisent par un doublet. Donc un doublet, ça veut dire que ces 3 hydrogènes interagissent avec un environnement qui a que 2 configurations, une configuration haute et une configuration basse. Donc en gros, ces 3 hydrogènes n'ont qu'un seul voisin. Et on arrive ainsi à la règle des n plus 1 uplets. N protons équivalents vont faire un n plus 1 uplet sur le spectre d'un groupe voisin. Et il y a encore d'autres cas de figure où la constante de couplage qu'on appelle J, qui est la différence de fréquence entre deux situations de couplage, elles ne sont pas toujours identiques selon les voisins, et on va pouvoir avoir des dédoublements, des triplets de doublets ou des doublets de triplets qui vont permettre d'en savoir toujours plus sur la structure et l'environnement et le voisinage de chacun des atomes d'hydrogène de la molécule, et par toutes ces informations on réussit à retrouver la formule exacte et la structure de la molécule.